Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Ouverture, il y a quelques instants à Bruxelles, du sommet européen sur fond de bras de fer entre Paris et Berlin. François Hollande et Angela Merkel ont tenté d'aplanir leur désaccord lors d'un entretien bilatéral juste avant la première réunion à 27. Manuel Valls assouplit les conditions d'accès à la nationalité française. Claude Guéant avait fait chuter de 30% les naturalisations après le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. Nous ouvrirons ce débat dans le 19 h, ce débat qui relance ce soir les critiques de l'UMP contre le gouvernement. Les régions veulent jouer un rôle moteur dans les choix d'investissement de la future banque publique qui se veut guichet unique pour les entreprises. La crise crée une nouvelle fracture territoriale dans notre pays. Des zones rurales et certaines villes pourraient ne pas s'en remettre selon l'économiste Laurent Davzy qui sera notre invité à la fin de cette édition. Si l'on est près de la sortie de la crise des dettes souveraines, selon un rare consensus franco-allemand, le poids de la rigueur continue de peser sur les peuples et de faire descendre aujourd'hui les Grecs dans la rue. De nouvelles manifestations ont eu lieu à Athènes où un homme de 65 ans est mort d'une crise cardiaque. La discorde semble donc profonde entre François Hollande et Angela Merkel. Chacun défend sa priorité pour l'Union, l'union bancaire pour le président français, l'union budgétaire pour la chancelière allemande. Paul Bouffard. Un droit de regard, une ingérence dans les budgets nationaux. Pour Angela Merkel, l'Union européenne doit améliorer sa crédibilité. Devant le Bundestag, la chancelière allemande continue de militer pour une plus grande intégration de l'Union. Elle doit passer, selon elle, par un droit de veto sur les budgets nationaux. Nous pensons, et je le dis au nom de l'ensemble du gouvernement allemand, que nous pourrions faire un pas en avant en accordant à l'Europe un véritable droit d'ingérence sur les budgets nationaux quand ils ne respectent pas les limites fixées pour la stabilité et la croissance. Une idée déjà défendue par son ministre de l'économie, créer un ministère européen des finances, avec à sa tête un super commissaire doté de larges prérogatives. Il pourrait émettre son veto avant et après le vote d'un budget par les parlements nationaux. À son arrivée, quelques heures avant l'ouverture du sommet européen, François Hollande botte en touche. Le sujet du Conseil, selon lui, n'est pas l'union budgétaire, mais l'union bancaire. Il préfère laisser la main à son ministre du budget. Ce matin, Jérôme Cahuzac dit pourquoi pas. Ça n'est pas inepte, mais il faut bien en préciser le cadre. Oui. S'il s'agit d'un transfert supplémentaire de souveraineté, le président de la République a clairement manifesté son choix en refusant de modifier la Constitution à l'occasion de l'adoption du traité, car François Hollande n'a pas accepté un nouveau transfert de souveraineté. L'idée, déjà très critiquée, sera au cœur du nouveau sommet européen qui, pour la première fois depuis 3 ans, ne sera pas celui de la dernière chance. Et le président de l'Union, Herman Van Rompuy, a décidé d'inviter les 27 dirigeants européens à se rendre à Oslo pour chercher le prix Nobel de la paix qui a été décerné la semaine dernière. La déclaration de François Hollande sur l'Algérie, bien accueillie dans ce dernier pays, la reconnaissance par la France de la répression sanglante de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, a en revanche été diversement appréciée à droite et parmi les acteurs du conflit. Marie Brémaud. Quelques lignes pour reconnaître un drame, celui du 17 octobre 1961. Journée meurtrière à Paris, une manifestation pacifique d'Algériens est réprimée dans le sang avec l'aval du préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Le bilan est lourd, des centaines de morts selon certains historiens. 51 ans après, je crois qu'il était temps que le président de la République intervienne aussi fortement, aussi symboliquement, aussi franchement aussi pour cette reconnaissance très forte du chef de l'État pour dire les fautes de la France. Un communiqué de l'Élysée pour reconnaître les fautes de la France, mais certains veulent aller plus loin dans la reconnaissance. Les sénateurs communistes souhaitent qu'une journée soit consacrée aux victimes de ce mardi noir. Il faut que ce soit une journée de souvenirs. C'est pas forcément pour culpabiliser ou être passéiste, c'est juste que voilà, ça fait partie de la mémoire de notre histoire. Mais les réactions politiques ne sont pas unanimes.
À droite, on dénonce la repentance outrancière. Moi j'en ai assez que tous les 15 jours, la France se découvre une nouvelle responsabilité, mette en avant sa culpabilité permanente. On est déjà dans un pays qui est en dépression nerveuse quasi permanente. On n'a pas besoin de ça. Au-delà de la vérité historique, il y a un contexte actuel. François Hollande doit se rendre en Algérie en décembre prochain, ce que n'a pas manqué de souligner la presse algérienne, qui y voit un signe fort ou un petit geste avant une visite compliquée. À l'Elysée, visiblement, on prépare le terrain. Premières annulations par le Conseil constitutionnel d'élections législatives, celles de Patrick Devedjian et de Henri Plagnol. Ils avaient présenté chacun un suppléant qui était déjà le remplaçant d'un sénateur, ce qui est interdit par le code électoral. Les électeurs concernés donc des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne seront appelés prochainement à retourner aux urnes. Les militants socialistes votent à nouveau, eux, aujourd'hui, depuis 2 heures maintenant, pour confirmer Harlem Désir comme successeur de Martine Aubry. Un candidat de l'aile gauche du parti se présente, Emmanuel Morel. Les bureaux de vote fermeront tout à l'heure à 22 heures. Sandra Cerquera s'est rendue dans une section du Parti socialiste à Paris, celle du 18e arrondissement, la section de Lionel Jospin. J'ai voté, je peux le dire, je souhaitais que Harlem Désir soit le premier secrétaire, donc j'ai voté dans ce sens. Il ne faut pas gloser sur les scores, mais en tout cas, moi, je suis venu lui apporter mon soutien. Par Lionel Jospin, donc interrogé il y a quelques instants dans son bureau et sa section socialiste du 18e arrondissement de la capitale. Arnaud Montebourg, avant de vous parler d'Arnaud Montebourg, j'aimerais vous signaler une nouvelle information dans le cadre de l'enquête sur le volet financier de l'affaire Karachi. En effet, pour la première fois, apprend-on, un témoin cite le nom d'Édouard Balladur comme destinataire de rétrocommissions liées à des contrats d'armement. Une information de Paris Match qui cite une source proche de l'enquête, confirmée à l'instant. Quant à l'entourage d'Édouard Balladur, eh bien, il indique ce soir ne pas vouloir faire de commentaires sur des allégations ridicules. Arnaud Montebourg donc prend la pause pour vanter le Made in France. Le ministre du redressement productif a enfilé une marinière Armor Luxe et il tient à la main, sur cette photo on le voit, un robot Moulinex. C'est à découvrir vendredi à la une du Parisien Magazine. Les commentaires fusent bien sûr sur Twitter. Certains le comparent à un vendeur de téléachat. Pour relancer l'industrie, le gouvernement a mis sur les rails, on le sait, la Banque publique d'investissement. Les régions entendent jouer un rôle de premier plan dans les choix de projets, ce qui inquiète d'ailleurs l'opposition. Les régions de France en congrès à Lyon n'ont pas manqué d'affirmer leur ambition, donc devant Jean-Pierre Jouyet, qui va présider la BPI. Jérôme Rabier. Tout juste nommé à la tête de la future Banque publique d'investissement, Jean-Pierre Jouyet est venu dire aux régions quel rôle elles joueraient dans le dispositif. Fortes de leur expertise, elles devront repérer et transmettre les dossiers susceptibles d'être financés, mais aussi investir au sein de la BPI pour appuyer les projets. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, insiste lui sur la proximité des régions avec les entreprises, ce qui leur confère un rôle particulier. Rien d'important ne pourra se faire demain sans les régions. Elles vont voir leur rôle se renforcer de manière décisive. C'est l'assurance de décisions prises au plus près des réalités économiques et sociales que les régions maîtrisent bien. Cette future banque publique d'investissement ira de pair avec la loi de décentralisation prévue l'année prochaine, car cela donnera plus de pouvoir aux régions dans le domaine économique. Le président de l'Association des régions de France, Alain Rousset, s'en est félicité, même s'il avertit, les régions auront besoin de nouveaux financements s'ils obtiennent ces nouvelles compétences. Les précisions apportées aujourd'hui par Manuel Valls sur la nouvelle politique de naturalisation. Le ministre de l'Intérieur veut en effet les relancer en revenant sur les mesures de restriction prises par son prédécesseur, Claude Guéant. Manuel Valls, lui-même naturalisé français à l'âge de 20 ans, dit préférer l'image d'une France terre d'accueil à celle qui regarde le monde avec méfiance. Il l'a dit aujourd'hui en se rendant à une cérémonie justement de naturalisation. Celles-ci ont chuté de 30% après le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. La circulaire adressée aujourd'hui au préfet précise donc les nouveaux critères. Un CDI, un contrat à durée indéterminée, ne sera plus forcément exigé pour devenir français. 5 ans de séjour en situation régulière contre 10 permettront de faire une demande. Enfin, les étudiants verront leur potentiel pris en compte pour ne pas être obligés de quitter la France dès la fin de leurs études. Voilà donc pour les instructions qui auront été communiquées aujourd'hui au préfet. Dans un instant, nous serons en ligne avec Éric Ciotti, qui est le responsable de la sécurité à l'UMP. Et dans ce studio, nous accueillons Fatia Matlati. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du département de l'intégration à l'association France Terre d'Asile. Est-ce que
cette nouvelle politique en matière de naturalisation vous satisfait ? Pleinement, nous souscrivons aux propos tenus aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Ça va nous permettre peut-être d'amener la nationalité, l'accès à la nationalité en véritable droit et non une faveur telle qu'elle a été pratiquée lors de ces 5 dernières années. Vous parlez d'un droit. Dans l'opposition, l'UMP, on va l'entendre dans un instant, on estime que cela crée des obligations que de demander la nationalité française. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point ? Bien sûr qu'il y a des obligations, mais il faut rappeler simplement que les personnes, c'est un projet mûri accéder à la nationalité. Il se fait en moyenne au bout de 12-15 ans de présence sur le territoire national et c'est avant tout un acte d'amour à la France et il me semble que c'est l'élément majeur qu'il faut retenir au-delà des critères qui aujourd'hui, avant que Emmanuel Valls décide de les reformer, sont venus complexifier en fait la démarche d'accès à la nationalité et ce qu'on constate par rapport à la chute spectaculaire de l'octroi de la nationalité que vous avez indiqué tout à l'heure. 30% alors qu'on était parti en 2010 autour de 115 000. Voilà, et on est passé à 60 000, ça dépend si vous comptez la totalité de l'accès à la nationalité par décret et par naturalisation. Mais en tout cas, il y a eu une chute et ce n'est pas satisfaisant parce que c'est le premier indicateur en réalité de bonne santé citoyenne de notre pays. Et assouplir les critères, ça va permettre à certaines personnes de pouvoir prétendre à intégrer la nation formellement. Quel est le profil de ces personnes aujourd'hui qui demandent et qui attendent la nationalité française ? Je pense à des personnes qui sont aujourd'hui présentes sur le territoire national depuis longtemps, qui maîtrisent la langue, qui sont attachés aux valeurs républicaines, qui par ailleurs peuvent exercer ou pas un emploi. Et ce qui est intéressant dans l'avancée apportée par Emmanuel Valls, c'est la notion d'évaluation du parcours d'insertion professionnelle de la personne et non pas la situation d'accès à l'emploi à l'instant ou au moment où la personne demande la nationalité, qui était un critère extrêmement restrictif, d'autant plus que nous sommes dans un contexte de crise et il peut y avoir évidemment des incidents dans son parcours professionnel, des moments où vous ne travaillez pas. Pour autant, est-ce que ça vous permet de pas pouvoir prétendre à rentrer dans la nation ? Il me semble que c'est un critère qui est profondément injuste et là, le ministre de l'Intérieur a décidé de rétablir cette justice en assouplissant ce Alors, il y a point-là. un point très important, il concerne les étudiants. On se souvient de la polémique justement autour de la circulaire Guéant. Là, le ministre de l'Intérieur dit que les préfets sont invités à juger du potentiel de ces étudiants étrangers qui viennent en France et qui aujourd'hui, s'ils n'ont pas de contrat de travail, par exemple, sont contraints de retourner chez eux. Oui, mais alors, au-delà des étudiants quand même, là où il faut être vigilant pour l'avenir, même si, encore une fois, on se félicite des dispositions prises et de l'assouplissement apporté par Manuel Valls, il faut être extrêmement vigilant parce que la déconcentration du traitement de la demande par les préfectures n'est pas réglée avec cette loi. Et donc, ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, c'est un traitement par l'arbitraire. Il est impératif, par exemple, de mettre en place à l'échelle des départements des commissions de suivi et d'évaluation pour que l'application de la loi se fasse de la même manière partout. Je note qu'un niveau de français est toujours exigé quand même pour les candidats à la naturalisation et puis des connaissances également sur l'histoire de notre pays. Vous trouvez ça légitime ? Même si le questionnaire à choix multiples disparaît apparemment. Il avait été institué cet été. Absolument. Il a été institué en termes de loi l'année dernière et il devait être appliqué en 2012. Oui. Néanmoins, l'assouplissement porte sur le fait que l'entretien c'est un entretien beaucoup plus informel qui permet d'évaluer en fait des connaissances de la personne. C'est plus un questionnaire, ce qui posait aussi la question de l'écrit, de la compréhension de l'écrit. Et il faut rattacher cet élément d'assouplissement à une chose simple, c'est que les étrangers qui rentrent sur le territoire national dans le cadre du contrat d'accueil d'intégration bénéficient pour certains d'un module d'apprentissage de la langue. Or, une bonne partie d'entre eux échappent
à la maîtrise de la langue. C'est pareil, c'est quelque chose auquel il faudra s'atteler dans l'avenir pour effectivement, s'il y a un critère de maîtrise de la langue française à l'oral, à l'écrit, eh bien que on s'en donne les moyens et que les personnes puissent accéder à des formations de qualité. Marine Le Pen dénonce une nationalité distribuée désormais comme des tickets de métro. Que répondez-vous? Ce qui est, c'est le discours habituel du Front National de surenchérir et bien entendu, il n'est pas très intéressant d'y répondre. Et à l'UMP, des voix s'élèvent également pour dire que cette circulaire supprime tout attachement à la nation et au mérite. Est-ce que vous retrouvez la notion de nation et de mérite dans cette circulaire signée? C'est faux également, puisque, encore une fois, les étrangers ont un projet mûri quand ils demandent la nationalité. Ça se fait pas au bout de 2 ou 3 ans de présence en France. D'abord, c'est pas possible. C'est 15 ans, donc c'est un long parcours, la construction d'un véritable sentiment d'appartenance qui amène les personnes à se revendiquer comme français. Alors nous devions être en ligne avec Éric Ciotti, le secrétaire national de l'UMP à la sécurité. Il vient de se décommander, mais il a dénoncé dans un communiqué cet après-midi cet assouplissement. Il y voit, lui, une grande braderie de la nationalité, irresponsable et dangereuse. Mais écoutez, encore une fois, c'est le thème de l'immigration. Alors même quand on est sur des thèmes positifs, c'est-à-dire le souci des personnes de vouloir rentrer dans la nation, c'est instrumentalisé et nous avons là la surenchère habituelle du monde politique sur ce sujet ô combien sensible. Est-ce que vous êtes agréablement surpris par Manuel Valls, qu'on dit le ministre le plus à droite du gouvernement ? Écoutez, c'est une appréciation dans laquelle je ne ferai pas de commentaire particulier. Moi, ce que je retiens, c'est qu'au mois de juillet, il avait annoncé qu'il réformerait l'accès à la nationalité. Il fait un premier acte aujourd'hui et c'est très positif et un bon signe. On tourne la page des années précédentes où, sur cette question, de mon point de vue, nous avons régressé. Merci de votre visite sur le plateau du 19h ce soir. Tout autre chose maintenant, les efforts pour réindustrialiser la France et lancer de nouveaux secteurs prometteurs. On l'a vu au cours de cette édition d'ailleurs avec la Banque publique d'investissement. Ça, c'est une chose. Mais l'autre serait la crise qui vient. Une crise qui vient sous ce titre explicite. En effet, Laurent Davezy, que nous allons recevoir dans une minute, publie un livre alarmiste sur les nouvelles fractures françaises entre les territoires. Certains auront du mal, écrit-il, à se redresser. C'est ce que dit donc cet économiste qui n'a pourtant pas l'habitude des discours catastrophistes. Camilla Campuzano. C'est un bien sombre tableau des territoires français que dessine Laurent Davezy. Une France à 2 vitesses, prémisse d'une nouvelle fracture. Il y a d'abord ces zones gravement frappées par le chômage de masse qui ne doivent leur survie qu'à l'argent public. À Gien, par exemple, dans le centre, le chômage a doublé depuis 2007. Auparavant, l'État utilisait des outils financiers pour réduire les effets de la crise. Aujourd'hui, il s'essouffle. Les exemples ne manquent pas. Près d'un Français sur 5 se trouve dans une zone d'emploi très vulnérable. La précarité gagne du terrain avec des postes moins payés et la multiplication des emplois à temps partiel. C'est vers les métropoles que se tourne Laurent Davezy pour trouver un espoir de croissance. Leur atout, une spécialisation dans les services, un moyen de remettre la machine de la redistribution en marche et de garder les régions à flot. Bonsoir Laurent Davezy, et merci d'être avec nous. Alors je vous ai présenté, donc économiste, urbaniste également, et alors on vous lit et on découvre... On le constate malheureusement, puisque l'actualité est ce qu'elle est, avec les rafales de plans sociaux notamment. On vous souligne en tous les cas que tous les territoires ne sont pas égaux face à la crise. Oui, absolument. Oui. Alors, on parle de 2 crises. La crise 2008-2009, c'est une chose, et puis il y a 2010 où ça va mieux, et de nouveau, depuis 2011, là, on rentre dans une phase également difficile. Alors, sur l'avenir, on ne sait pas trop. On peut anticiper, on peut en parler. Parlons de ce qu'on sait. 2008-2009, crise violente, on nous dit crise de 29. En fait, elle a été bien amortie par toutes sortes de mécanismes que je développe dans ce livre. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle a été très asymétrique. Asymétrique entre les territoires. Certains n'ont pas beaucoup souffert. Prenez les nombre de territoires de l'Ouest, et de villes, évidemment les métropoles, ou d'Île-de-France. Le choc a été beaucoup moins ressenti. En revanche, dans des territoires, ce qui a été dit dans le reportage, certains territoires, notamment du nord-est français, eux, ont connu un choc qui était tout à fait impressionnant. Pourquoi cette asymétrie? L'asymétrie a tenu au fait que cette crise a
s'est traduite par c'est un peu compliqué. La vérité, c'est que on a dit c'est les secteurs industriels qui se sont effondrés. Non, les secteurs industriels ont perdu de l'emploi en 2009, comme ils en perdaient dans les années antérieures. Ce qui fait crise sur l'emploi, et ça a été peu souligné, encore que l'INSEE l'avait un peu dit, c'est le ralentissement des secteurs dynamiques. Plutôt les services supérieurs notamment, ou les services au ménage. Et finalement, les territoires les plus industriels, eux, ont subi le double effet d'être très industriels, donc de continuer à perdre de l'emploi, mais à un rythme qui était assez comparable au rythme des années antérieures, et d'avoir en plus ce ralentissement de ces activités qui étaient plutôt des activités dynamiques jusqu'alors, et qui étaient en plus très peu représentées dans le territoire. Alors vous évoquez, pour être précis, si on se figure une carte de France, vous évoquez la diagonale du vide. Est-ce que vous pouvez être plus explicite C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un terme qui est utilisé par les géographes, qui n'est pas un terme très sympathique d'ailleurs. C'est cette diagonale c'est terrible pour les régions concernées, alors dites-nous lesquelles. Ça va des Ardennes Hollande. C'est ça, la diagonale du vide de notre pays. C'est une diagonale qui traverse la France, qui traverse une France qui a une très longue histoire industrielle, agricole. La Lorraine, le Limousin. Ça va, je vous dis, ça va de la Lorraine jusqu'à le Limousin. Les Landes, partie de la France-Comté, même arrive aux Landes, les Landes, ça va, mais ça s'arrête un peu avant les Landes. La Franche-Comté est à l'est, c'est pas la même. Ça, c'est des territoires qui finalement vivaient de l'industrie et de l'agriculture, et les deux ont eu tendance à se casser la figure, sans qu'il y ait véritablement d'activité de remplacement. Les territoires qui eux supportent le mieux la crise, mais qui parfois, si on prend des villes comme Nantes ou Rennes, continuent à créer de l'emploi, ou Toulouse aussi, pendant la crise de 2009. C'est les territoires qui se sont reconvertis. C'est ceux qui, justement, ils ont aussi eu une réduction depuis 30 ans de leur emploi industriel, mais ils se sont reconvertis. Et ils ont des activités qui ont continué à marcher, y compris pendant la crise. Activités pointues, genre l'informatique, par exemple. Pendant 2009, l'informatique n'a pas. Alors il y a une vraie fracture territoriale, et on se demande, à vous lire, si certains territoires se remettront de la crise. Alors, ce qui est certain, c'est que ces territoires sont doublement pénalisés parce que... Et vont-ils s'en sortir ? J'ai pas le droit de répondre à la question, je sais pas, depuis Paris, avec un ordinateur, que je vais rayer de la carte sans le territoire. Vous dites qu'il y a certaines régions qui n'existent, par exemple, que parce qu'il y a encore des fonctionnaires et les habitants ne vivent plus que par les aides sociales. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Je ne peux pas rayer de la carte ces territoires, je sais simplement qu'ils vont être doublement pénalisés. Pénalisés parce qu'ils ont vécu, beaucoup d'entre eux, effectivement, de l'emploi public dans les années passées. J'ai pas le temps de donner les chiffres, mais si vous prenez de 1982 à 2006, vous avez une création nette de à peu près 4,5 millions emplois en France. Il y en a 3,4 millions, c'est sanitaire, social, éducation, services de proximité, administration publique. Évidemment, il y en avait partout. Il y en avait aussi pour ces territoires-là. Ce n'est pas des emplois mondialisés. Disons. Ces emplois-là vont connaître un coup d'arrêt. Au mieux. Au pire, vont peut-être décroître. Pour ces territoires dans lesquels ça a été la dynamique principale de l'emploi, vous avez 5 régions en France dans lesquelles le nombre d'emplois publics nouveaux a été plus rapide que le nombre de nouveaux emplois privés depuis 10 ans. Vous avez 120 zones d'emploi sur 350, et elles sont beaucoup dans cette diagonale, mais elles sont aussi à l'est et au nord-est, qui sont les territoires dans lesquels, parce que panne du secteur privé, c'est l'emploi public qui a entraîné la dynamique de création d'emplois, et on crée plus d'emplois publics que d'emplois privés. Tout ça, vous ouvrez la radio tous les matins, vous voyez bien que c'est quelque chose qui va être remis en cause. Au mieux, ça va s'arrêter, au pire, ça va même plutôt descendre. Ils vont être très pénalisés. Première pénalité. Deuxième peine, le redressement productif, ça existe. Moi, je suis un peu affolé parce que partout, je vois la presse sur mon bouquin parle catastrophique, etc. Ah, mais vous avez fait la une du Monde, c'était assez catastrophique. La une du Monde j'étais très content, mais c'était un faire-part de décès. Et c'est vrai que ça parlait de territoires qui sont très pénalisés. Mais il y a aussi 40% de la population française qui vit dans des territoires qui ont fait la reconversion industrielle, qui progressent, qui ont des marges de progression dans des tas de secteurs qui sont des secteurs, y compris industriels, qui fonctionnent très bien. Le problème, c'est que ces territoires qui sont des territoires pénalisés, dont on parlait, c'est pas chez eux qu'on va faire le redressement productif. Donc il va y avoir effectivement une vraie question de solidarité nationale vis-à-vis de ces territoires, mais je répète, vous l'avez dit vous-même, 20% de la population française, c'est pas 80%. D'accord. Donc on a un vrai problème à traiter, il faut le traiter sur le mode de la solidarité bien entendu,
quitte à peut-être faire passer l'efficacité de la croissance, peut-être avant la notion d'égalité. Allez, on peut quand même parler d'un constat alarmiste. Merci beaucoup, Laurent Davzy. Question du nouvelobs.com aujourd'hui, le partenaire du 19h. Pensez-vous que la crise de l'euro est derrière nous? Puisque François Hollande a déclaré hier que eh bien, nous étions presque sortis de la crise. Et vous pensez, vous, majoritairement que non. Donc à 77%. Merci d'avoir suivi cette édition du 19h. Demain, c'est Marie Brémaud que vous retrouverez à cette heure-là. À 22h, Sonia Mabrouk. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale Pile et Face, le mariage pour tous. Mais tout de suite, une balade au musée du Luxembourg. Le cercle de l'art moderne y dévoile en effet ses trésors sous l'œil, sous la caméra de Paul Bouffard. « 1,2 million de personnes visitent chaque année le pont du Gard, un chiffre stable malgré les coûteux travaux d'aménagement. On a reconstitué toutes les dalles romaines, une carrière romaine, un amphithéâtre, un seuil lumière. Tout ceci va être offert, je dirais, comme image du département. Ce nouvel épisode de la série Attention Grands Travaux revient sur ce chantier et ses retombées locales. Attention Grands Travaux, le pont du Gard, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Il était une fois des artistes et des collectionneurs. Au cœur du musée du Luxembourg, l'aventure d'un groupe de passionnés d'art moderne. En 1906, au Havre, des peintres locaux, Braque, Dufy ou encore Friès, s'associent à des collectionneurs. Ils fondent le Cercle de l'art moderne, un réseau tourné vers la peinture contemporaine. C'est un phénomène unique en France que la réunion d'artistes et de collectionneurs dans la défense des avant-gardes. Que ce soit les impressionnistes, les fauves, les nabis, on a vraiment toutes les représentations des écoles contemporaines. Le Havre, une ville avant-gardiste où l'on vient faire fortune. Des négociants s'y installent et y prospèrent, comme Olivier Seine ou Charles-Auguste Marande. Ils réunissent d'importantes collections d'art moderne. Pendant 5 ans, ils dénichent des talents, les aident et font de la ville un haut lieu culturel. Il s'agit de montrer à la fois l'importance de ces grands collectionneurs locaux, havrais, qui ont constitué des collections extrêmement importantes, 200, 250, vraiment des collections d'art moderne avec les plus grands noms. C'est une exposition qui, effectivement, montre le dialogue entre ces collections, l'émulation entre ces hommes qui ont acheté ensemble. C'est une véritable communauté de collectionneurs. On voit dans le parcours de cette exposition à quel point ils ont su s'influencer. Un peintre y fait figure de chouchou, Camille Pissarro. L'impressionniste réalise depuis 1883 une série sur les ports industriels. Rouen, Dieppe, il s'installe finalement au Havre le temps de l'été 1903, à l'invitation du collectionneur Peter van de Velde. Pissarro va s'installer ici pendant plus de 2 mois dans un hôtel et va peindre une série de 24 toiles. On a 2 œuvres dont le pivot central est cette petite Vespasienne, puisqu'on voit bien comment en fait Pissarro a travaillé. De sa chambre d'hôtel, de l'hôtel Continental, il va donc privilégier trois points de vue. L'un vers l'avant-port, qui donc évoque toute cette foule sur les quais, les grues et toute cette activité. Et puis son regard se déplace à travers la fenêtre de sa chambre qui est en rotonde, plus vers l'entrée du port, vers le bassin des chasses, des écluses, qui était aussi le lieu privilégié de promenade des Havrais. L'exposition présente 90 œuvres de maîtres, des toiles qui, au-delà de l'intérêt privé du collectionneur, plongent les visiteurs dans un phénomène unique en province, la défense de la modernité.
Le Cercle de l'Art moderne est vraiment une grande réussite de décentralisation artistique, comme il en fleurit un petit peu partout en France à ce moment-là. Mais je dirais que le Cercle de l'Art moderne est vraiment l'expérience la plus aboutie, la plus réussie, dans le sens où même si elle dure que 5 années, elle va présenter toutes les avant-gardes du moment et ces avant-gardes, ces jeunes artistes d'avant-garde vont être achetés, vont être collectionnés par les grands collectionneurs locaux. L'aventure du Cercle de l'Art moderne s'achève en 1910, lorsque le cubisme apparaît et éloigne les artistes du Havre. Une exposition à retrouver jusqu'au 6 janvier 2013 à Paris, au musée du Luxembourg.